l'enregistrement. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran que j'ai partagé sur normalement la présentation? Je vois des pouces en l'air, donc Ouais, c'est très c'est OK, ouais. bon. Super. Merci beaucoup pour votre retour. Eh bien, écoutez, bienvenue à tous pour cette, du coup, c'est la troisième session des formations de nouveaux dirigeants. J'en ai déjà eu quelques-uns avec moi pour la formation aspect juridique, droit français, droit associatif, il me semble. Et donc aujourd'hui, nous allons vous présenter la partie assurance applicable dans les clubs de planeurs, voilà, avec Pascal Viorocco, afin de vous présenter du coup tous les aspects, on va dire, des assurances auxquelles vous avez des devoirs et des obligations en tant que dirigeant et qui sont quand même des choses assez importantes dans le fonctionnement de votre club. Donc, on va vous présenter la commission assurance qui a été créée cette année en particulier, pour venir assister de manière plus globale, de manière plus globale au domaine des assurances. Bonsoir Parce- à toutes et à tous. Alors, la commission assurance, ben, c'est déjà Martin Lais, hein, notre président. J'en suis la présidente de la commission. Et pourquoi? Ben, parce que déjà, le milieu des assurances au niveau fédéral, je connaissais pour avoir été la référente assurance de 2013 à 2021. Donc, ben, quand au mois d'avril, il a fallu venir donner un coup de main à l'équipe sur ce sujet-là, ben, ça m'a paru tout à fait naturel, on va dire. Et puis donc, quand nous avons lancé un appel à tous les licenciés pour faire partie de la commission assurance, ben, on ne peut pas dire que le sujet ait rencontré un succès fou, puisqu'en fait, nous avons eu juste une personne à répondre qui s'appelle Alain Dallot, qui est donc vice-président de la commission. Et Alain Dallot, c'est un Vélivol de Troyes et de Coulommiers, et c'est un retraité du monde des assurances, puisque dans son travail, il était actuaire chez un assureur. Un actuaire, c'est celui qui calcule la prime à faire payer au client par rapport au risque qui est protégé. Donc voilà. Et puis Clara, que je la laisse se présenter. Bonjour, moi, donc c'est Clara, je suis salariée à la fédération depuis maintenant un an et demi. Je suis arrivée en tant que, toujours en tant que juriste à la fédération et depuis du coup le départ de Valérie Van Kerbergen en avril dernier, j'ai repris également les missions en charge euh, pour les assurances et donc je suis votre correspondante Orias en cas de questions sur les assurances à la fédération. Vous pouvez voir également sur cette slide que vous aurez à la fin de cette formation avec le replay, nos contacts, donc mon adresse mail clara.giraudon@ffvp.fr ainsi que l'adresse générale de la commission assurance, commission.assurance@ffvp.fr. Également, vous avez mon numéro de téléphone si jamais du coup vous souhaitez me contacter pour toute question dans le domaine des assurances ou dans le domaine juridique également. Voilà, donc nous aujourd'hui, ce qu'on souhaite vous présenter, en fait, c'est un guide des assurances des dirigeants pour toutes les structures affiliées à notre fédération, dont vous faites partie. Ce guide a été fait en commun avec Air Courtage, qui est notre courtier d'assurance, par lequel on passe, parce qu'il faut savoir, pour faire un petit contexte, on va dire, juridique et même sur le monde des assurances, en tant que fédération française agréée et délégataire, on a la possibilité de proposer ce que l'on fait des contrats collectifs d'assurance. Et ces contrats collectifs, ils sont négociés tous les 4 ans dans la même durée que les Olympiades pour nos instances dirigeantes. Donc, si vous avez dû remarquer, nos instances dirigeantes ont été renouvelées en mars dernier. Et donc, du coup, nous avons lancé également les renouvellements des contrats d'assurance ont déjà été mis en place pour les nouveaux licenciés à partir du 1er octobre et le seront pour tout le monde à partir du 1er janvier 2025. Et donc, du coup, avec Air Courtage, nous avons mis en place ce guide des assurances que vous pouvez retrouver également sur Spiralbox, qui est notre bibliothèque numérique. Spiralbox, vous pouvez le retrouver sur le site internet de la Fédération française. Et donc, c'est ce guide qui vous permet d'avoir un peu un aspect, un grand résumé de ce dont vous pouvez bénéficier et de tout ce dont vous avez accès. Il faut savoir que Air Courtage a mis en place une petite vidéo résumée également de 6 minutes afin d'avoir un autre support. Donc, ce guide que vous pouvez retrouver, vous pourrez cliquer sur le lien ci-dessous et avoir cette vidéo. Aujourd'hui, on va être un peu juste au niveau temps, donc on va plutôt vous présenter le guide de manière générale.
Et il faut savoir que ces guides-là, ils sont à titre informatif, donc ils n'ont pas de valeur contractuelle. Vous pourrez retrouver aussi tous les contrats d'assurance que on va vous présenter dans cette formation sur Spiralbox ou également sur le site d'Air Courtage sur l'aspect dédié Fédération française de vol en plein air. Donc le sommaire, ça paraît toujours un peu important et impressionnant, mais vous inquiétez pas, on va y aller tranquillement. Donc on va vous rappeler en première partie un peu les obligations légales en tant que groupement sportif, c'est-à-dire en tant qu'association que vous pouvez avoir, qui dépendent à la fois du code des assurances, mais aussi du code du sport. On va vous rappeler du coup par la suite les solutions d'assurance automatique qu'on a négociées par la fédération pour vous. Donc ça va être le rappel des assurances dont vous bénéficiez au sein des licences, mais aussi en tant que membre, en tant que structure affiliée à la fédération. On vous rappellera, on vous fera une petite précision sur l'assurance optionnelle des véhicules de piste qui sont toujours particuliers et qui en plus vont avec les aéronefs avoir une importance très prochainement puisque vous allez pouvoir renouveler vos parcs, que ce soit pilote VI, aéronefs et véhicules de piste pour le 1er janvier 2025. Donc toujours avec un peu l'aspect aussi des véhicules. Et on vous présentera aussi les assurances additionnelles que nous, fédération, on ne dispose pas, mais que Air Courtage vous propose en complément pour assurer selon certains dispositifs. On vous fera donc il y aura le petit tableau panoramique des synthèses et on vous présentera aussi l'équipe dédiée d'Air Courtage qui est notre courtier et qui est là aussi en aide également et en appui pour tous vos besoins ou pour toute précision dont nous, fédération, ne pourrons pas avoir accès en plus. Donc nous allons commencer. On va vous parler des obligations légales en tant que groupement sportif. Alors, il faut savoir que la première obligation, c'est la responsabilité civile pour les dommages que vous pouvez causer aux tiers. C'est l'assurance, souvent la RC qu'on entend parler un peu partout. En fait, il faut savoir qu'il y a deux obligations qui sont nées. Il y a l'obligation qui tire du Code du sport, l'article L321, 321-1, pardon, excusez-moi, du Code du sport, qui demande une RC obligatoire pour toutes les structures sportives. Donc, ça va des fédérations, des associations sportives, mais également des sociétés sportives. Il faut que tous les membres puissent être assurés en responsabilité civile au regard des tiers, au regard des personnes d'autrui. Il faut savoir qu'en France, c'est vraiment une des rares, c'est une des assurances vraiment obligatoires pour tous. On le retrouve de manière générale pour votre assurance habitation, votre assurance de votre véhicule de manière générale que vous utilisez pour le personnel. Et on a cette assurance RC aérienne qui est une obligatoire au niveau d'un règlement européen également et qui doit avoir une garantie responsabilité civile avec un minimum légal d'un montant qui pour être couvert pour tous, en tout cas au niveau européen. Donc voilà, ça c'est une première obligation importante pour votre club. C'est pour ça que nous, en tant que fédération, on vous propose des contrats collectifs afin que toutes les associations puissent bénéficier d'une RC. L'autre obligation, elle est un peu différente. Elle est sur l'individuel accident, en fait, sur l'assurance qui couvre les dommages corporels, donc les dommages qui peuvent, les dommages ou les préjudices physiques que vous pouvez subir en tant que dirigeant, mais autant aussi pour vos membres. En fait, toutes les structures sportives doivent proposer une individuelle accident. On parle bien du terme proposer, parce que cette assurance, on ne peut pas, elle n'est pas obligatoire, on n'est pas obligé de la souscrire, mais on la recommande très fortement. Et il faut que vous proposiez ces dommages-là. C'est pour ça qu'on vous propose cette assurance individuelle accident. Et il faut que si jamais il y arrive quelque chose à un de vos licenciés et qu'il soit blessé et qu'il n'ait pas souscrit cette assurance, il faut que vous puissiez prouver que vous lui avez proposé et qu'il l'a refusé. C'est pour ça qu'on vous rappelle souvent que pour avoir cette preuve-là, on vous demande d'imprimer en 2 fois les attestations de licence et que le licencié les signe, les deux, afin qu'il ait bien pris en compte en lisant à quelle assurance il avait souscrit. Donc son assurance RC, mais également s'il souhaite ou non avoir une individuelle accident. Ça lui permet de ça. On vous demande aussi une autre obligation sur l'induit à l'accident, on va dire sur les dommages corporels. Ça, c'est prévu du coup, pareil, par le code du sport, à l'article que vous voyez, L321-6. C'est le fait de pouvoir, si jamais, au vu de la situation qui est complètement personnelle à chaque personne, c'est de savoir s'ils ont besoin de capitaux complémentaires, de pouvoir leur proposer. Alors nous, on propose, vous verrez dans nos contrats, des différents capitaux d'essai invalidité. Mais si jamais, au vu de leur situation, que ce soit personnelle ou professionnelle, ils en demandent plus,
on peut les renvoyer vers un courtage afin qu'ils leur proposent des capitaux adaptés à leur situation. Donc, c'est les deux grosses obligations qu'on retrouve en tant que groupement sportif, qui sont principalement liées au code du sport, mais également liées au code des assurances. Maintenant, je vais vous renvoyer un peu vers les solutions d'assurance automatique qui ont été négociées par la fédération pour vous. Pour avoir ces obligations, on a quand même plusieurs conditions à respecter. On demande que tous les pilotes et membres de votre association soient licenciés dans une structure affiliée à la fédération, donc vous, que les machines qui sont utilisées, en tout cas par le club, soient déclarées au parc, souvent par le biais de GSASO. On vous demande également, surtout moi avec ma casquette en tant que juriste, le respect des statuts de la fédération et des réglementations en vigueur, et tout ce respect-là, pour que en fait, la couverture essai soit automatiquement incluse dès l'affiliation. Un petit rappel qui est noté aussi, qui est important parce que beaucoup de personnes l'oublient, et ça reste quand même très important, il faut que le président du club doit être licencié à la fédération. Ça paraît quand même assez logique, mais on se rend compte que ben, il y a quand même des oublis, que certains présidents ne sont pas licenciés. Et donc, on leur demande de vite se mettre à jour de ces dispositions. Et du coup, on a plusieurs contrats qui peuvent du coup vous couvrir en tant que groupement sportif. On a du coup la RC aéronautique qui comprend le groupement sportif en particulier. On a aussi une RC terrestre pour les risques d'exploitation. On a une RC dirigeant pour tous les dirigeants de droit et de fait, si jamais vous êtes remis en cause sur votre fonction de dirigeant qui puisse vous couvrir. Et on a également une protection juridique qui en fait est incluse dans tous vos contrats, dans toutes vos licences. Dès que vous prenez une licence à la fédération ou dans n'importe quel club, vous avez inclus une protection juridique ainsi qu'une responsabilité civile terrestre. Pour vous présenter un peu plus en détail. Ah, j'aurais pas une question, mais ça va. Si vous voulez bien, les questions, on peut peut-être plutôt les poser à la fin. Très bien. Je vous propose de la noter, comme ça nous J'ai permet, noté. de vite avancer, parce qu'en plus, peut-être que votre réponse va arriver dans les slides qui suivent. Donc, comme ça, on verra. Mais je reviens, je n'oublierai pas de revenir vers vous en tout cas. Donc, sur la RC aéronautique, on retrouve, donc ça recouvre toutes les réclamations à l'encontre du club en cas de mise en cause dans sa partie aéronautique pour les accidents impliquant un aéronef. Donc, on reprend un peu tous les exemples de sinistres de couvert. Donc, on voit le défaut de signalisation. On a le dirigeant, le responsable pédagogique du club qui laisse partir un pilote qui malheureusement se tue avec sa machine, alors qu'il y avait peut-être des dispositions à ce moment-là à voir qu'il n'était pas en état de partir avec ce planeur. On retrouve donc, on prend en charge les frais de défense du pilote et du club, les réclamations consécutives au niveau civil. Euh, donc voilà, c'est un premier exemple sur la RC aéronautique et ce qu'elle couvre de manière générale pour l'aspect groupement sportif. On retrouve également les risques terrestres d'exploitation, donc parce que malheureusement, même si la plupart de l'activité se retrouve dans les airs, on peut avoir des accidents dans les enceintes du club qui sont un aspect terrestre et qui n'ont pas lié avec un aéronef. Là, une est très connue dans les exemples, on pense souvent à la chute d'un matériel mal fixé ou à des réparations. Je sais que j'ai déjà eu malheureusement des déclarations d'accidents parce que on fait des travaux pour le club en été, des fois de rénovation du clubhouse, des choses comme ça, et un licencié se blesse parce que ça peut arriver, qu'on n'est pas à l'abri malheureusement de ces petits accidents du quotidien, et ça peut arriver plus vite que prévu. Et donc, ça peut couvrir les dommages du coup, qui surviendraient dans le cas d'activités terrestres. Voilà. En négligence d'entretien des installations. Voilà. Donc, c'est pareil, c'est une couverture qui couvre du coup, pour cette partie-là, les dirigeants, même on va dire plutôt la structure en elle-même. Et je vais laisser la main à Pascal pour reprendre la partie sur la RC dirigeants et mandataires sociaux. Oui, alors la RC dirigeants et mandataires sociaux, bah, vous qui êtes dirigeant de club, vous êtes directement concerné, hein. Il couvre les dirigeants du club dits de droit, savoir les gens qui ont été élus, président, membre du bureau, secrétaire, trésorier, et les dirigeants de fait, par exemple, instructeurs, responsables pédagogiques, chefs pilotes, qui ne sont pas forcément des membres du bureau du club. En cas de mise en faute, en cas de mise en cause, pardon, ou de faute commise dans le cadre de leurs fonctions, et lorsqu'ils sont mis en cause sur leurs biens personnels pour faute de gestion. Alors, il est bien évident que quand on dit en cas de mise en cause de fautes commises, ce sont des fautes non intentionnelles, bien évidemment, hein. Et alors, des exemples, le dirigeant de club est mis en cause sur ses biens propres,
parce que ça peut arriver, à savoir sa maison, son patrimoine personnel, dans le cadre d'un sinistre où il y aurait eu un décès pour homicide involontaire suite à un accident, et que cet accident est arrivé le président n'était pas au club, et ben là, il est couvert par l'assurance. Après, un autre exemple, assignation pour faute de gestion, qui peut tout à fait arriver, parce qu'on n'est quand même pas dans les clubs des pros de la gestion, donc ça peut tout à fait arriver. Et commise par un dirigeant, donc ayant entraîné un appel de complément de passif ou de perte d'un actif du club, et ben là, les dirigeants ou mandataires sociaux sont couverts par cette assurance. Et donc, ce type de contrat couvre non seulement les frais de défense du club et des dirigeants, d'aujourd'hui, d'hier et de demain, mais également devant les juridictions pénales, ainsi que les condamnations au civil uniquement. Au niveau de la protection juridique, alors la protection juridique, donc on a dit que c'était compris dans la licence. Chaque personne qui souscrit une licence dans votre club a automatiquement la protection juridique et elle a un coût de 1,36 € par licencié. La bonne nouvelle, c'est que c'est en baisse par rapport à ce que nous avions dans les derniers contrats et qui assiste de manière personnalisée tous les licenciés ainsi que les structures et bien évidemment dans le cadre de notre activité. Puisqu'il y a des gens qui vont dire, moi j'ai déjà une protection juridique, mais elle ne marchera pas dans le cadre de l'activité, entre guillemets, planeur de notre activité de loisir, quoi. Donc, bah, bien évidemment, elle assiste, écoute et prise en charge du problème, elle accompagne en phase amiable aussi bien que judiciaire. Les exemples de sinistres couverts, ben, recours contre un sous-traitant ayant effectué des travaux dans votre club, par exemple, et qui ne sont pas conformes à ce que vous aviez prévu. Frais de défense pour apporter la preuve que la structure n'est pas responsable, action auprès d'une autorité pour apporter la preuve que celle-ci n'est pas fondée. Je veux bien la diapo suivante. Oui, les activités assurées par les contrats fédéraux, ben, on voit un peu partout, et vous avez peut-être vu que on parle d'activités statutaires connexes ou annexes des associations adhérentes à la fédération. Eh bien, on a fait un peu un listing parce que beaucoup d'entre vous téléphonaient ou envoyaient un mail pour avoir une info sur une activité en particulier. Donc, sont notamment garanties parce qu'en fait, on est assuré en tout risque sauf, mais on a quand même noté, sont assurés notamment les vols de tourisme, d'entraînement, de perfectionnement, de compétition, la voltige, les activités donc d'ATO ou de DTO, les vols écoles, tout type de formation, y compris les formations ab initio de début, tous les vols de prorogation, les renouvellements de classe, les renouvellements de qualification et de type, les vols de remorquage de planeurs, bien entendu, le décollage de planeurs tractés par un véhicule. Ça paraît peut-être drôle, mais effectivement, un club, par exemple, comme la Montagne Noire, arrive de temps en temps à décoller avec une voiture. Donc, c'est prévu. Les vols de convoyage, bien évidemment, d'obtention et de renouvellement de qualification de remorquage, les vols de contrôle, les vols locaux et les vols découvertes rémunérés, les activités autorisées par l'article L212 là, du Code du sport, les compétitions organisées par la fédération ou ces structures feront partie des pratiques assurées. Heureusement que nos compétitions sont assurées, hein. Tout dommage résultant de l'usage des équipements de l'assuré ainsi que de tout matériel mis en œuvre dans le cadre des activités. Donc là, par exemple, les treuils. Les vols de test de matériel effectués par les instructeurs du CNVV ou des pilotes mandatés par la fédération et les activités s'y rapportant. C'est le cas, par exemple, quand on agrée un ULM pour qu'il soit remorqueur, s'il y a des vols de test de fait par le pilote d'essai au CNVV, tout ça, c'est assuré. Les vols de démonstration ou de participation à des manifestations aériennes, compétitions, tentatives de record et à leurs essais, y compris lorsque la vitesse est facteur essentiel de classement des concurrents. Les activités de maintenance effectuées à titre gratuit ou associatif dans le cadre du suivi d'entretien obligatoire, ben c'est là ce qu'on va arriver bientôt à l'activité principale dans les clubs, l'entretien des machines. Les vols en vue de la vente, alors ça par exemple, si votre club a un remorqueur à vendre et que l'acheteur intéressé veut essayer, ou le remorqueur ou un planeur, et ben c'est évident que le vol, il faut qu'il soit couvert, quoi, hein. L'activité de pliage de parachute, et là on a eu des demandes il n'y a pas tellement longtemps,
Et on précise bien que c'est l'activité de pliage de parachute effectuée dans le cadre des activités de vol en planeur. Ça veut dire que si à côté de chez vous, il y a un club où il y a un club avion, où il y a de la voltige aérienne, où ils ont des parachutes, ils viennent vous dire est-ce que vous pouvez plier nos parachutes? Il faut savoir que ce n'est pas dans le cadre de l'activité de vol en planeur. Donc ça, ce n'est pas assuré. Ce n'est pas couvert par notre assurance. Hein. Et puis, bien évidemment, la location coque nue pour un usage exclusif limité à des vols privés pour des planeurs qui loueraient, des clubs, pardon, qui auraient un planeur. Et puis, l'école de départ, y compris au bénéfice de l'armée, ça, c'est pour tous les vols qui sont faits dans le cadre de FGS. Je peux te permettre de rajouter les vols planeurs autonomes ou pas? Bah oui, oui, c'est les vols de planeurs, ça. Hein. D'accord, ouais, c'est Ça, c'est compris vols dedans, de hein. tourisme, d'entraînement, perfectionnement, de compétition, tout ça, c'est les vols de planeurs sur tout type de planeur, bien sûr. D'accord. Je veux bien la diapo suivante, Clara. Et alors, bien évidemment, les conditions impératives pour que toutes ces garanties s'exercent, eh ben, c'est que tout pilote et ULF pilote, ce que Clara a déjà dit tout à l'heure, il doit posséder les brevets et licences qui vont bien, hein, et puis bien évidemment, à chaque fois, il doit être licencié à la fédération, et en cas pour la RC, il faut qu'il ait souscrit l'assurance. Hein. On ne peut pas être couvert si on n'est pas licencié, on ne peut pas être couvert par les assurances fédérales si on n'est pas licencié à la Fédé, et on n'aura pas la RC qui fonctionne si on ne l'a pas prise. Hein. Donc c'est évident, et pareil pour l'individuel accident, c'est évident qu'il faut être d'abord licencié et avoir pris les assurances, l'option assurance. Hein. Pour les aéronefs assurés, alors bien évidemment, l'assureur couvre la responsabilité civile des propriétaires et des exploitants des aéronefs à partir du moment où ils sont inscrits au parc de la Fédé. Donc, c'est tous les types de planeurs, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, planeur, motoplaneur, planeur motorisé, monoplace, biplace, voilà, et donc c'est précisé, y compris à dispositif d'envol, tiens, on a marqué envoi, d'envol incorporé, tous les avions motoplaneurs et ULM possédant un crochet de remorquage planeur est inscrit sur le registre des avions à ULM remorqueurs. On a une liste quand un club achète un ULM remorqueur, pour qu'il soit assuré par nos contrats d'assurance, il faut qu'il fasse partie de la liste des ULM remorqueurs, entre guillemets, agréés par la fédération. Et puis, donc, tous les planeurs ULM multi-axes, étant entendu que les ULM, ce que je viens de préciser, utilisés en tant que remorqueurs, doivent obligatoirement appartenir à la liste agréée par la FFVP. Et quand on parle de planeurs ULM multi-axes, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des Cylon, il y a des gens qui ont des Taurus, par exemple. Donc, tout ça, ce sont des planeurs ULM multi-axes. Je suis en réunion. Ils peuvent être inscrits au parc. Il y en a une liste, je n'ai donné que 2 exemples, hein, mais planeurs ULM multi-axes, il y en a quand même plusieurs. Hein. Et donc, il n'y a pas de souci, ils peuvent être inscrits au parc fédéral donc, et pour être assurés. Il est entendu que les aéronefs assurés pourront tant être la propriété de la fédération, du club, que du propriétaire qui inscrit sa machine au parc via son club avec pour le privé une participation aux frais à l'inscription de la machine et qui n'a pas changé pour la prochaine année. Donc, toutes ces inscriptions doivent être faites via l'intermédiaire de GESASO. Et puis là, on a dit quoi? C'était à partir de début septembre que ce sera possible. Donc ça, il faut surtout bien penser à le faire parce que le changement d'année, entre le 31 décembre et le 1er janvier, l'assurance prend fin et donc il faut le faire avant pour que l'assurance couvre bien le changement d'année. Vous allez recevoir une circulaire dès début décembre, comme chaque année, sur ces nouvelles inscriptions et renouvellement du parc aéronef, Et ainsi que pour du rappeler de tout piste ça à et tout le monde, oui, parce que un oubli peut être rapide. Hein. Donc, je veux bien la diapo suivante, s'il te plaît. elle est là normalement. Non, moi, je n'ai pas changé, c'est toujours la même. Ah, est-ce que tout le monde voit bien les machines éligibles au parc FFVP? Ou est-ce que tout le monde a un souci peut-être sur les slides qui ne bougent plus? Non, c'est bon. Ok, C'est bon, c'est bon. ok, super. Parce que là, tu ne vois toujours pas? Moi, je suis à la 15, là, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, celle-là. Donc, Non, non, c'est celle-là qui est la bonne.
Ah ben, c'est ce que je viens de Oui, c'est vrai que préciser, c'est hein. C'est ce que je viens de préciser. Donc, tous les types de planeurs, motoplaneurs, monoplace ou biplace, y compris à dispositif d'envol incorporé, tous les avions, motoplaneurs, tous les avions remorqueurs, un motoplaneur et ULM possédant un crochet de remorquage, et puis tous les planeurs ULM multi-axes que je viens de préciser. Et donc, la garantie responsabilité civile aéronef vis-à-vis des tiers, tout confondu, est limitée à 4 millions d'euros. Et ça, on a augmenté parce que jusqu'à là, 31 décembre 2024, on n'était qu'à 2,5 millions et on est remonté à une couverture plus importante à cause de la sinistralité et de la judiciarisation des dossiers, malheureusement, hein. Donc, on est repassé à 4 millions d'euros par sinistre. Ah, le petit tableau synthétique des conditions et garanties. Alors ça avait été une prise de tête pour le faire, mais alors un conseil, s'il y a une feuille à afficher dans votre club, c'est ça, quoi. Parce que sur ce petit tableau, vous avez toutes les conditions pour faire, entre guillemets, une activité en planeur, en TMG, en planeur ULM multi-axe, en ULM remorqueur ou en avion de morqueur. Alors, si on prend la question, tiens, par exemple, est-ce que j'ai le droit d'aller faire un vol, entre guillemets, de tourisme avec mon avion remorqueur? Eh bien, hop, la dernière colonne avion remorqueur, la ligne en dessous tourisme, là, eh ben, c'est non, sauf si j'ai pris l'extension, la surprime pour avoir le droit de le faire et pour être couvert. Après, on va dire quoi? Est-ce que j'ai le droit, tiens, de faire de l'école de début avec avec un planeur? Eh ben oui, c'est marqué en gros, hein. Oui, tout est marqué oui. Après, tiens, une question qui est posée aussi souvent. Est-ce que j'ai le droit de faire des vols, un vol, une licence découverte? Quelles sont les conditions pour faire un vol découverte sur l'ULM remorqueur ou sur un planeur, si on a un planeur ULM remorqueur, si on a un Taurus? Eh ben, c'est marqué oui, si le commandant de bord remplit l'une des deux conditions suivantes. Donc, soit il est pilote instructeur ULM et instructeur planeur ou pilote VI planeur, soit il est pilote remorqueur ULM et instructeur planeur ou VI planeur. Donc là, sur ce tableau, tout est noté. Et tout ça, c'est quoi? C'est le résumé en fait de ce que les entre guillemets les assureurs ont mis comme impératif, hein. C'est pas nous qui avons décidé. C'est en fonction des couvertures des diverses assurances. Les assureurs ont des critères parce qu'en fait, c'est eux qui choisissent les critères sur lesquels on peut jouer parfois, mais pas trop non plus. Et donc, dans ce tableau, tout est résumé. Alors, en parlant de tarifs, je vous ai dit tout à l'heure que la RC aéronef avait augmenté. En fait, toutes les RC ont augmenté, hein. RC aéronef et RC terrestre. La RC aéronef, on était chez AXA XL et on est toujours chez eux. Et il faut savoir que les assureurs, de toute façon, qui répondent à nos demandes donc de contrat, en RC aéronef, par exemple, il n'y en a qu'un, hein. C'est AXA XL. C'était déjà lui il y a 4 ans, c'était déjà lui les 4 années avant, et c'est le seul à avoir répondu. Et alors, cette année, nous avons pris l'option de réaugmenter la couverture. Je vous ai dit tout à l'heure, on était à 2,5 millions par sinistre, on est monté à 4 millions, et avec la RC terrestre qui se couple avec, on appelle ça un agrégat de RC, on était à 4 millions, on est passé à 7,5 millions. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a des sinistres, on a un sinistre, par exemple, qui est en réclamation à hauteur de 7 millions. Donc concrètement, si on n'a pas l'assurance, nous, la couverture qui va bien face à un sinistre potentiellement quand même très important et qui peut coûter très cher, et donc cette fois-ci, sur la prochaine Olympiade, l'option a été prise d'augmenter de nouveau la couverture qui avait été baissée il y a 4 ans, mais vu la judiciarisation, on n'avait pas le choix. Bien évidemment, le fait d'avoir augmenté la couverture, on augmente aussi le tarif, hein. Alors, il faut savoir que à titre indicatif, la prime de RC Aéronef, par exemple, c'est quasiment 600 000 euros que les assureurs nous demandent pour assurer tous les licenciés, toutes les activités aéronautiques, hein. Donc, cette prime que les assureurs nous demandent, on la répartit sur les licenciés.
Et ce qui fait que cette année, on va être en licence passion moins de 25 ans à 40 € pour la RC, en licence passion plus de 25 ans, 99 €. Pour les licences duo, 50 € pour la RC. Et pour la licence tempo, 42. Et puis sur les licences découvertes 3-6 jours, un petit 1,11 €, mais mine de rien, ça arrondit quand même pour obtenir les fameux presque 600 000 € de primes. Et pour la RC terrestre, on était à 2,30 € par licencié et à 0,50 € pour les licences découvertes. On est passé à 2,70 € et à 0,70 €. Je vais Et, reprendre. Oui. pour la RC aéronautique, là, aéronef, pardon, on sait d'emblée qu'on aura aussi 1,5% par an d'augmentation. Donc là, les tarifs qu'on vous a montrés dans la slide précédente, c'est pour 2025. Pour 2026, il faudra ajouter 1,5%. Et je repasse la parole à Clara. Merci Pascal. Donc oui, on vous a présenté, là on vous présente un peu les tarifs parce que donc comme vous le savez, du coup la RC Aéronef, c'est celle que vous retrouvez quand vous prenez une licence pour un de vos membres. Vous avez aussi maintenant après la possibilité de souscrire à une individuelle accident. Elle n'est pas obligatoire, mais comme je vous l'expliquais, il faut la proposer et fortement la recommander parce que ça couvre quand même les dommages corporels et on reste qu'une discipline où bah, ça peut arriver et les dommages peuvent être importants. Donc on les représente. L'ancienne Olympiade, enfin jusqu'au 31 décembre 2024, nous étions chez, eh bien, excusez-moi, j'ai un petit trou. Nous étions chez un autre AIG AIG. PLC. Merci beaucoup, AIG. Et maintenant, nous avons signé avec HDI pour la prochaine Olympiade, qui nous a proposé du coup ces nouvelles options de ce qu'on appelle de capitaux d'essai invalidité, qui vont de 10 000 jusqu'à 200 000, alors qu'avant, ils n'allaient que jusqu'à 100 000. Une des nouveautés également, c'est ce qu'on appelle la franchise pour les décès invalidité. C'est un peu expliqué en dessous, c'est-à-dire que si le taux d'invalidité est inférieur à la franchise, il n'y aura pas de prise en charge de l'assurance. Par contre, s'il est supérieur, on a une prise en charge intégrale avec du coup, le capital que vous avez choisi, décès invalidité, donc qui va de 10 000 à 200 000. Il faut savoir qu'il a énormément baissé. Il était déjà baissé de 15 à 10% et là, il est passé à 6%. Il faut savoir que aussi les frais médicaux ont augmenté. Avant, il était dans cette assurance, il y avait des frais médicaux pris en charge en complément de ce que pouvait prendre en charge la sécurité sociale et votre mutuelle. Et donc, avant, ces frais médicaux étaient plafonnés à 2 000 €. Maintenant, à partir du 1er janvier 2025, ils seront plafonnés à 7 500 €. Il faut savoir que sont inclus aussi dedans des frais médicaux divers, comme pour les bris de lunettes ou également pour des frais de dentiste ou autres frais médicaux divers qui n'étaient pas prévus jusqu'alors. Ces capitaux, il est important de savoir, de demander de manière personnelle quel capital veut le licencié, parce que, en effet, chaque situation, comme je l'ai expliqué, est personnelle et tout le monde ne peut peut-être pas avoir la même situation et ça peut avoir une importance en cas d'accident, à savoir quelle somme il peut avoir accès, entre 10 000 et 200 000 €. Euh, il faut savoir qu'au niveau des tarifs, il y a quand même une très nette baisse des prix pour la plupart des licences d'assurance, qui est vraiment un plus, et donc qui permet en plus d'avoir toutes ces garanties avec un coût moindre. Autre chose aussi qui est important à savoir, je ne sais pas si vous avez vu, il y a écrit incluant l'assistance rapatriement. Il faut savoir qu'avant, pour l'ancienne Olympiade, l'assistance rapatriement était inclus et non déductible dans l'assurance individuelle accident, mais elle demandait une surprime, c'est-à-dire que vous payez en plus 1,36 € ou 1 € et quelques, je ne sais plus exactement le prix exact. Maintenant, à partir du 1er janvier 2025 ou pour les nouveaux adhérents dès le 1er octobre, en fait, ce prix d'assurance comprend les deux. Il n'y aura pas de surprime à payer en plus pour l'assistance rapatriement, ce qui est aussi un grand plus. Donc ça, c'est pour les licences passion. Donc on parle de 11 € pour la base la plus petite à 10 000 €, avec pour l'option 7 à 200 000 qui est une nouvelle à 173 €. Pareil pour les licences du haut, on retrouve à peu près pareil. Les montants ne changent, enfin les capitaux ne bougent pas. Pour les duos, on n'a qu'un capitaux de 10 000 et 15 000. C'était le même cas que les années précédentes.
toujours la franchise qui a baissé et les frais médicaux qui ont augmenté. Les frais de thérapie sportive, donc ce qu'on appelle la rééducation suite à un accident qui peut être prescrit par votre médecin. On a aussi une hauteur qui est prise en charge à 4 500 euros. Ça n'a pas bougé, ça n'a ni augmenté ni diminué par rapport aux anciennes garanties. Pareil, les tarifs sont de 16 et 24 euros. Ils font partie des légères, malheureusement, augmentations sur ces licences-là. On fait un petit rappel sur le principe de la licence duo, hein, c'est toujours important. Elle ne permet pas d'exercer la fonction de commandant de bord ou d'être élève pilote. C'est le commandant de bord en charge du vol devra être soit instructeur, soit habilité en tant que pilote VI, vol découvert déclaré dans le logiciel GSASO. C'est pour les personnes qui souhaitent continuer à voler, mais qui malheureusement, d'un point de vue médical, n'ont peut-être plus toutes les autorisations pour pouvoir être en tant que commandant de bord. Donc on a toujours ce même rappel sur les taux de franchise relatives et aussi sur le rappel aussi sur le capital garanti en cas de décès accidentel d'un enfant mineur qui est limité aux frais d'obsèques dans la limite de 5 000 euros. On a un petit paragraphe qui vous retrouvez toujours, que Airportage se permet aussi de rappeler si vous avez la possibilité de souscrire des capitaux complémentaires selon votre situation, voilà, vous avez les adresses, c'est ce qu'on appelle l'adresse dédiée de Airportage Assurance, vous le retrouverez prochainement, ainsi que leur numéro de téléphone. Pareil pour les licences découvertes, 3 jours, 6 jours, et la carte vol à voile un jour, je vais y arriver. Donc là, on a une petite nouveauté, c'est qu'on propose un capital d'essai invalidité de 20 000 euros, qui n'était pas le présent avant. Donc là, pareil, on est sur des tarifs. Donc pour la carte vol à voile, on est toujours comme l'année dernière sur un capital d'essai invalidité unique de 15 000 euros, qui est du coup inclus dans le prix des 10 euros de la carte vol à voile, qui est de 3,20 euros. Et vous avez également, du coup, pour 3 jours, on a pour 10 000 euros 3 euros, 4 euros, 5 euros. Et pour les 6 jours, on a 5,50 euros, 8 euros, 10 euros. Pareil, c'est des tarifs qui restent dans les tarifs qui étaient déjà précédents, avec même presque plus une légère diminution des tarifs. Donc, voilà pour cette présentation sur les découvertes 3 jours et 6 jours. Et pour la tempo, du coup, pour les 12 jours consécutifs, pareil, on propose également le nouveau capital de 20 000 euros et avec toujours les mêmes franchises pour le décès invalidité de 6%, ainsi que pour les frais médicaux qui ne bougent pas à 7 500 euros, qui coûtent du coup maintenant 11 euros pour les 10 000, 16 euros pour les 15 000 et 22 euros pour les 20 000. On s'est permis de vous présenter dans ce guide dirigeant les nouveaux tarifs, que la nouvelle Olympiade commence et que c'était quand même plutôt important de savoir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis un moment, on parle d'un conseil important à rédiger, ce qu'on appelle correctement la clause bénéficiaire. La clause bénéficiaire, souvent, vous la voyez au moment pareil, de la prise de licence. Le licencié a la possibilité de remplir une clause bénéficiaire. Euh, donc, il faut savoir que cette clause bénéficiaire permet d'avoir une personne nommée en cas malheureusement d'un décès pour savoir qui pourra avoir bénéficié des garanties du contrat d'assurance. Alors, le problème que si vous ne notez personne, ça reviendra aux ayants droit, mais c'est des démarches beaucoup plus lourdes et plus importantes. Et le fait d'inscrire une personne permet d'avoir toutes les informations requises dès le début et de permettre de plus facilement à l'assureur de pouvoir fournir les garanties suite à cette clause bénéficiaire complète. Donc, on a un petit exemple, là, on demande d'être précis, nom, prénom, date de naissance, qualité, adresse. Sur Eva, vous retrouvez du coup son nom, prénom, date de naissance et adresse postale afin de pouvoir au plus vite retrouver la personne ou le garantie qui des fois ne peut-être pas être forcément le premier ayant droit qui va être fourni, mais ça c'est pareil, c'est une décision personnelle du licencié dont il doit être au courant et on doit lui poser la question en tant que structure affiliée et c'est assez important. Et on va maintenant vous parler de l'assurance optionnelle des véhicules de piste et des trucks proposés par la Fédération française de vol en plein air. Et pour cela, je vais relaisser la main à Pascal. Oui, alors pour les véhicules de piste, effectivement, il y a un contrat optionnel pour l'activité. On dit bien activité de travail en piste. Donc ça peut être des golfettes, ça peut être des voiturettes, ça peut être des quads, ça peut être des vieilles voitures. Mais dans tous les cas, c'est bien pour l'activité de travail de piste. Donc le contrat peut couvrir véhicules à moteur terrestre et leurs remorques, ça couvre aussi les treuils, certains qui sont tirés par une voiture.
Il faut qu'ils appartiennent donc à la fédération, au club adhérent de la fédération, et surtout qu'ils soient déclarés au parc via GESASO, comme on a dit tout à l'heure pour les planeurs et pour les ULM remorqueurs et pour les remorqueurs, tout ça. Et donc, bien évidemment, pour la fonction au sein de l'aérodrome. Si le véhicule est utilisé ailleurs, ça ne couvre pas. L'assurance de la fédération couvre bien l'activité, entre guillemets, de travail sur le terrain. Je veux bien la... Voilà, merci. Donc, pareil, des conditions. Eh ben, il faut que le conducteur, pour être assuré, soit détenteur d'une licence fédérale. S'il n'est pas licencié, l'assurance ne fonctionnera pas. Deuxième chose que je viens de vous dire, il faut que le véhicule soit déclaré au parc, véhicule de piste et treuil, et il y a plusieurs catégories, et que le conducteur détienne les capacités nécessaires et réglementaires à la conduite du véhicule déclaré. Il est évident, on ne va pas mettre un jeune de 16 ans qui n'a pas son permis dans une voiture, entre guillemets, ou dans un camion, si le treuil est sur un camion. Si on conduit un camion, il faut le permis pour le camion. Si on conduit une voiture, il faut le permis B. Si on conduit une Golfette, eh ben, il y a toutes les justifications après en fonction de l'âge. Je veux bien la suivante. Ah bon, bah c'est pas grave, elle est inversée. Pour conduire les Golfettes, il faut le BSR et tout ça. Enfin, on a toutes les indications sur une circulaire, parce que si on n'a pas les permis et les qualifications qui vont bien, eh ben l'assurance va pas marcher. Les remorques, ça a un petit rappel, parce qu'on est toujours en train de se demander, est-ce qu'il faut le permis, est-ce qu'il faut le permis B, est-ce qu'il faut le permis BE, est-ce qu'il faut à une époque le permis E. Donc les règles ne sont pas si simples, donc on a mis dans ce guide des dirigeants un petit rappel, et avec où trouver les informations, hein. Les caractéristiques de la remorque sont mentionnées sur une plaque qui est généralement à côté du timon. Bon là, un premier cas, une remorque de poids total en charge inférieur à 750 kg, et ben là on sait que la remorque, pour la conduire derrière son véhicule, le permis B suffit. Par contre, deuxième cas, si la remorque est de poids supérieur à 750 kg, il faut alors ajouter, avec le poids de la remorque plus le poids de la voiture, si c'est inférieur à 3,5 tonnes, c'est le permis B. Si c'est supérieur, c'est le permis BE, ou le fameux permis E à l'époque. Mais ça, c'est intéressant. Entre autres, quand vous avez un planeur qui termine aux vaches et qu'il faut aller le chercher, c'est quand même bien que la personne qui soit dans le véhicule qui conduit la remorque, est-ce qu'il faut, pour être couvert par les assurances et sur un plan réglementaire, si jamais il se faisait arrêter par la police. Donc, un petit tableau récapitulatif pour les véhicules de piste et treuil pour l'année prochaine, donc. Et alors, il faut savoir ça qu'au niveau des assureurs, c'est pareil. On n'a pas eu 50 propositions. Il a fallu, entre guillemets, tanner un assureur qui nous assurait déjà là-dessus l'année dernière pour qu'il nous accepte, parce que c'est vraiment pas une assurance. Couvrir des véhicules en travail sur un aérodrome, c'est vraiment pas une assurance courante, hein, et donc les assureurs sont plutôt frisqués, hein. Donc, véhicules de piste et treuil pour 2025, on est bien dans l'enceinte d'un aérodrome, hein. Hors enceinte de l'aérodrome, c'est rouge, ça marche pas. On est couvert si le licencié, la personne, je veux dire, qui conduit, a la licence FFVP, et si le véhicule est inscrit au parc de la fédération. Donc, pensez bien à renouveler l'inscription de vos véhicules de piste, et avec 5 catégories et avec un tarif. Pourquoi? Parce que l'assureur demande plusieurs dizaines de milliers d'euros, pardon, et qu'il a fallu répartir la somme, hein. Donc, mule, Golfette, voiturette, c'est 63 €, Golfette électrique, 42, voiture, camion, camionnette, 90, tracteur, tondeuse, autoportée, 95, et puis le treuil sur camion, ou s'ils sont autonomes tirés par une voiture, c'est 159 €. Et tout ça, ça correspond à peu près, on va dire, à 380 véhicules déclarés au sein de la fédération. Et puis tout ça, ça donne une jolie prime pour l'assureur, mais on n'a pas le choix, ce sont les seuls. Donc l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise surprise le jour du sinistre, hein. L'assureur sait exactement ce que c'est que les véhicules de piste, et que c'est en assurance en travail, donc sur un aérodrome.
Il n'y a pas de franchise en cas de dommages corporels et couverture illimitée si réclamation pour dommages corporels. Attention, parce qu'effectivement, du dommage corporel avec un véhicule de piste, ça peut arriver. Franchise limitée à 2 500 € pour les dommages matériels aux aéronefs, puisque l'autre couverture, si jamais il y a un souci avec un aéronef, c'est la fameuse assurance aéronef. Et puis tous les risques sont couverts, que le véhicule soit en circulation ou en fonctionnement, lorsque le treuil travaille ou le véhicule remorque. Les assureurs auto ne couvrent pas d'office les risques de fonctionnement. Donc c'est bien pour ça que nous, on appelle véhicule de piste et en travail. Et puis donc, il y a une garantie du conducteur jusqu'à 400 000 €. Ça, c'est des choses, j'allais dire, obligatoires dans les assurances corporelles. Et puis, tarif adapté par véhicule de, comme je viens de vous le dire, avec 5 catégories qui ne changent pas et les tarifs ne changent pas pour 2025. Et donc ça, on est sur un contrat qui n'est pas pour les 4 ans, qui est renouvelé tous les ans. Donc, on croise les doigts pour qu'il n'arrive rien l'année prochaine, pour que l'assureur nous accepte toujours. Je veux bien la... Voilà. Alors, Je récupère, Pascal. oui, j'allais dire, je te laisse la main. Merci Pascal. Alors aussi dans les nouveautés un peu au regard des véhicules de piste, mais de manière générale pour tous vos véhicules, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, on a la suppression de la carte verte depuis le 1er avril 2024. En effet, maintenant, c'est une décision du gouvernement qui fait qu'on a un système qui regroupe maintenant et centralise toutes les informations sur les véhicules et donc notamment les assurances. Et donc de ce fait, même dans votre véhicule personnel, vous n'avez plus, ou en tout cas vous n'aurez plus au 1er janvier, comme des fois vous pouvez le recevoir, votre petite carte verte pour vos véhicules. Alors pour les véhicules de piste, on vous informe qu'un certificat sera mis à votre disposition et vous permettra de rester aux garanties. Il pourra toujours bien les déclarer sur GSASO. C'est un peu ces notifications sur la suppression de la carte verte, également l'information sur ce système un peu de centralisation des données fait par le gouvernement, mais également comme on a discuté un peu précédemment, Pascal, sur le fait un peu de savoir selon le véhicule de piste, quelles sont les réglementations demandées, donc âge minimum, permis ou non qu'il faut avoir pour conduire. Il faut savoir que sur Spiralbox, vous avez plusieurs fiches techniques qui ont été faites, notamment une pour les véhicules de piste et une autre vraiment sur la suppression de cette carte verte avec également ce système qui centralise un peu cette explication de tout cela ça vient. Donc vous pouvez les retrouver sur Spiralbox. On vous les mettra peut-être aussi également à disposition avec le replay de ce webinaire. Les bonnes pratiques à avoir pour tous ces véhicules. Pour toute déclaration, les véhicules doivent être bien désignés par leur immatriculation. Et s'ils n'en ont pas, puisqu'on a des Golfettes qui ne sont pas immatriculés, on a le numéro de série. C'est important. Alors, vous avez la main pour retirer ou non un véhicule, surtout quand vous allez renouveler un peu votre parc, que ce soit aéronef ou véhicule de piste. Si jamais il y en a un malheureusement qui ne fait plus partie de votre parc, vérifiez bien que toutes les démarches administratives soient bien faites. C'est-à-dire que un acte de vente ou le certificat d'instruction du véhicule, vous en disposez bien. L'attestation sur l'honneur précisant que le véhicule n'est plus utilisé comme véhicule de piste, mais qu'il est bien couvert par une autre assurance RC s'il n'avait pas été détruit. On rappelle également ce qui n'est pas garanti. On rappelle que les dommages matériels subis par les véhicules de piste de treuil, que les signes survenant en dehors de l'enceinte, on l'a assez rappelé, mais c'est important parce que malgré que ce soit une voiture qui puisse rouler sur une circulation, on va dire sur une voie publique, l'assurance véhicule de piste, c'est-à-dire véhicule de piste, ne couvrira pas s'il y a un accident sur cette voie publique. Ce sera une autre assurance que vous devrez prendre à titre de cette activité précise. On a également les dommages occasionnés lors des opérations de remisage ou de sortie des aéronefs des hangars si les opérations ne sont pas faites à la main. Voilà. Donc ça, c'est un peu la présentation globale de toutes les assurances que la fédération vous propose, qui sont incluses dans les licences assurances. Ce qu'on va vous proposer un peu sur cette deuxième partie, c'est des assurances que propose notre conseil d'assurance à courtage qui peuvent vous intéresser sur certains domaines. Donc voilà, donc on va vous les présenter et je vais redonner de nouveau la main à Pascal pour les premières assurances additionnelles proposées au niveau des courtages assurances. Alors oui, assurances casse au sol
Ça, là, c'est vrai que j'allais dire, la plupart des clubs ont les machines, les planeurs et remorqueurs, alors assurés entre parenthèses parce qu'ils sont à la nève, mais il y en a qui peuvent vouloir avoir une assurance casse, auquel cas la Air Courtage propose en les contactant une assurance casse au sol. Et alors, en fonction, le montant de l'assurance qui va vous être proposé est en fonction de la valeur déclarée de l'aéronef, hein. On peut aussi avoir une assurance casse au sol et en vol. C'est donc s'il arrive un souci, pour, entre guillemets, que l'assurance prenne en charge soit les réparations du planeur, soit le remplacement, s'il est détruit, hein. Assurance casse au sol et en vol. Et il y a une possibilité donc de cotation en ligne sur le site de la fédération, et sinon c'est Air Courtage, vous les contactez et ils vous donneront, immédiatement un devis. Et également l'assurance transport, hein. Si vous emmenez un planeur, dans un autre club, s'il a été acheté, si vous voulez avoir une assurance, ça peut être 3 jours, histoire de faire l'aller-retour pour l'emmener dans un atelier ou pour l'emmener dans un autre club. Ça varie entre 90 € pour 3 jours et 250 €, le minimum à l'année. Pareil, bien évidemment, après l'assurance, la prime proposée est en fonction de la valeur déclarée. Contactez sur FFVP rassurance.com. Et alors, il faut savoir que ce ne sont pas des assurances donc, qui sont proposées par la fédération, puisque nous, ce que propose la fédération, c'est ce qui s'appelle la nève, hein. Mais par contre, étant donné qu'on passe par la fédération, il y a des tarifs qui sont, entre guillemets, plus avantageux que de téléphoner directement à un assureur pour dire je voudrais assurer mon planeur, machin, combien vous me faites, quoi. Donc, on a tout intérêt, ceux qui veulent le faire, à passer par Air Courtage en étant licencié à la fédération. Ce sera plus intéressant en termes de prix. Je vais reprendre la main. Donc, on a également dans ces assurances les assurances hangar. Pourquoi faire? Pour les propriétaires ou les locataires d'un hangar à usage d'un parking d'aéronef, parce que vous en disposez beaucoup, et vous souhaitez assurer un meilleur prix avec des garanties adaptées. Donc, voilà, les plus que propose Air Courtage, ça couvre en dommages le bâtiment et son contenu, y compris les aéronefs en stationnement vous appartenant ou appartenant à des tiers, puisque des privés aussi peuvent aussi, je m'imagine, être dans vos hangars. On a une prise en charge de la franchise restant à la charge du propriétaire de l'aéronef endommagé si celui-ci dispose par ailleurs d'une assurance corps. Voilà. Plusieurs fois où vous avez demande de cotisation en ligne, de cotation en ligne, pardon. Cliquez ici. Il faut savoir que c'est des liens cliquables qui vous renvoient vers le site d'Air Courtage ou par leur adresse mail dédiée. Vous avez vu fvp@r-assurance.com qui vous permet du coup de pouvoir avoir un contact privilégié avec notre courtier si vous avez des questions. On a également l'assurance de prêt, parce que souvent, on n'y pense pas, mais dans les prêts que nous pouvons avoir au quotidien, et ben, l'activité aéronautique, des fois, est très souvent exclue. Un peu comme, par exemple, pour votre assurance que vous pouvez avoir pour votre véhicule personnel. On se rend compte qu'il faut faire attention parce que mettre avec son véhicule personnel un planeur en piste, eh ben, des fois, votre assureur ne vous couvre pas. Et donc, en fait, ces assurances de prêt, ça vous permet en effet d'avoir euh, euh, on va dire, une garantie, une couverture, si jamais vous arrive quelque chose sur ce prêt, dans le cadre, qu'il vous serait arrivé cette chose-là, dans le cadre de l'activité, on va dire, du vol en planeur. Donc, les plus de nouveaux d'air courtage, on a une étude sur mesure, on a un remboursement des mensualités de prêt à votre banque en cas d'arrêt de travail suite à un accident ou maladie. Il y a des garanties optionnelles pour le chômage et la revente. Et du coup, vous pouvez retrouver toutes les demandes de cotation en ligne, pareil, sur le site d'Air Courtage en cliquant sur le lien que vous aurez à la suite de ce webinaire. On a ensuite les deux dernières garanties sont sur l'essence. On a les stations essence, notamment parce que vous avez besoin souvent de couvrir vos stations en cas malheureusement d'un accident ou d'un incendie. Donc, c'est pollution accidentelle, des risques d'atteinte à l'environnement, pollution graduelle, où il y a seulement prévenir en cas de menace et réparer après les dommages également. Donc, on a il propose des solutions d'assurance spécifiques qui sont disponibles pour couvrir les cuves, qu'elles soient transportées, enterrées ou hors sol, contre le risque de pollution.
Donc, on a des vols adresses et on a également pour les citernes essence mobile, pour si jamais vous l'utilisez dans vos propres comptes et que vous en avez besoin de garantir lors de son utilisation et lors de ses déplacements. Donc, pareil, vous avez une proposition de mail avec du coup toutes les solutions, donc marque et modèle, afin de savoir quelles sont les garanties souhaitées. Et en fait, c'est un accompagnement complet que vous propose Aircourtage. Voilà. On vous fait un petit tableau panoramique de synthèse pour un peu tout ce qui a été dit depuis le début, qui est beaucoup. Je vois passer les questions, vous inquiétez pas, on prendra bien le temps d'y répondre petit à petit, juste à la fin de ces quelques dernières slides. Donc, le tableau panoramique, je redonne la main une dernière fois, Pascal. Oui, alors le tableau panoramique, ben, on a déjà alors, les assurances dont on a commencé par parler, à savoir véhicule de piste, l'individu de l'accident et l'assurance RC obligatoire, la partie en bas là. Ça, c'est pour toutes les licences, avec le critère particulier qu'il faut être licencié à la fédération. Et donc, comme on disait, l'inscription au parc pour les machines. L'individu de l'accident, ça se prend souscription des garanties d'assurance sur EVA lorsque vous faites une licence à un de vos membres en début d'année. Et puis donc la RC des véhicules de piste et treuil, souscription sous GESASO, comme je vous disais tout à l'heure, en pensant bien à déclarer pour que ce soit couvert dès le 1er janvier. Et comme l'a dit tout à l'heure Clara, il y aura une circulaire qui va vous être envoyée bientôt. Et puis au-dessus, toutes les assurances optionnelles dont on vient de parler. Assurance transport remorque, casse au sol en vol, casse au sol ou en vol pour les aéronefs, les assurances en gare, les assurances de prêt, et puis la RC environnementale pour les citernes essence. Tout ça, ce sont des souscriptions à faire auprès de Aircourtage et qui peut vous renseigner sur demande et sans aucun problème. Euh, on a également des interlocuteurs dédiés parce qu'on en a quand même beaucoup parlé. On parle d'affichage de courtier, mais donc voilà, c'est l'équipe un peu dédiée à la Fédération française de vol-en-planeur sur le côté aviation légère et sportive. Donc, vous retrouvez un peu toute l'équipe avec la présidente Caroline que vous avez peut-être dû déjà croiser lors de certaines assemblées générales, si vous êtes déjà venu sur des assemblées générales, qui proposent souvent des ateliers sur les assurances. Ouais. Les contacts souvent importants à garder, c'est ce numéro de téléphone que vous voyez, cette adresse mail que vous avez dû voir passer plusieurs fois, qui est vraiment le contact dédié. Un autre contact important, je pense pour moi, c'est le service sinistre et juridique qui, malheureusement, on ne le souhaite pas, mais arrive. Donc, si un jour vous avez un sinistre à déclarer, il est important de nous contacter pour qu'on puisse vous aider à faire remplir les déclarations. Et vous avez également, du coup, le mail à qui vous enverrez ces déclarations, ainsi que le numéro de téléphone si vous avez besoin de questions ou d'un suivi d'un dossier particulier avec les assurances. Donc voilà, c'était un peu la présentation de toute cette équipe et vous avez un accès à l'assistance en ligne également si vous cliquez sur ce lien. Donc vous aurez du coup ce document qui est d'ores et déjà disponible sur Spiralbox, mais que vous aurez également avec le lien du replay à la fin de ce webinaire. Voilà, donc c'était notre présentation. Ça fait bien une bonne heure quand on vous présente un peu ces aspects-là juridiques pour les nouveaux dirigeants. Donc on va vous laisser la parole pour des questions. Je vais peut-être commencer un peu ce qu'il y avait dans le texte, Pascal, parce que j'ai vu plusieurs questions arriver. Oui, on a dans le chat des questions, ouais. Oui, on a une sur, du coup, j'ai vu Philippe Ricou qui avait posé à la slide 19, si je comprends bien, pilote qui a son autorisation en port PAX, mais qui n'est ni instructeur ni pilote VI, ne peut pas faire de voler un licencié du lot. Vous confirmez? Ouais, effectivement, confirmation. Ça, c'est une exigence des assureurs que pour la licence duo, puisqu'elle était faite pour des gens qui n'ont plus leur visite médicale, qui l'ont perdue, mais qui peuvent avoir énormément d'expérience, ils ont exigé que ce soit quelqu'un qui soit au moins pilote VI pour être sûr d'avoir avec lui quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Donc effectivement, je confirme, pour faire voler une licence duo, il faut être soit instructeur, soit pilote VI. Et Ok. donc pilote VI déclaré sous GESASO. Merci. Bon, c'est un point qui m'avait échappé, mais ok, merci. Et Alors, deuxième oui, question, deuxième question que je vous ai vue sur la slide 35, j'ai vu l'assurance en gare couvrerait-elle les dommages à un planeur ou à une remorque stationnée au voisinage du hangar inscrit au parc FVP, mais appartenant à un autre club? tout dépend de ce qu'il y a dans l'assurance en gare, hein. Ça, c'est Ça, pour c'est vrai ça que que c'est. c'est une particularité. On n'a pas pu, après l'avoir demandé au niveau des assurances, puisque c'était le problème que beaucoup de clubs nous posaient
au bout d'un certain moment, de proposer une assurance hangar. Mais le problème, c'est que les clubs ont des hangars qui sont tellement différents d'un club à l'autre qu'on n'a pas pu proposer au niveau fédéral une assurance hangar. Mais bien sûr que toutes les solutions, et pour tous les hangars, quelle que soit leur configuration, et des questions comme vous venez de poser, sont étudiées quand vous en faites la demande, et on vous fait une proposition sur, c'est à vous de dire ce que vous voulez par rapport à l'assurance hangar. Mais oui, tout est possible et tout est envisageable. Ok, merci. Contacter donc Air Courtage, et en précisant bien votre desiderata, parce que là, s'il y a des choses, c'est clair qu'il faut, il n'y a pas un cas qui est pareil. Donc, il faut vraiment les appeler puis bien détailler ce que vous voulez. D'accord, merci. Ensuite, je vois que Sébastien Granet lève la main. Je vous en prie, allez-y. Ouais, j'aurais plusieurs questions. La première, c'est par rapport à la responsabilité civile dirigeant. Oui. Est-ce qu'elle est inclue dans la licence de la fédération ou il faut qu'on en prendre une supplémentaire? Non, la responsabilité civile dirigeant et mandataires sociaux, c'est une assurance qui est payée par la fédération pour l'ensemble des dirigeants de ces clubs affiliés. Donc, c'est D'accord, quelque chose qui est pris en charge par la fédération. ok. Après, pour les VI, est-ce qu'il y a un doc assurance particulier? Parce que dans un slide, à un moment, j'ai vu il y avait VI un vol. Est-ce qu'il y a un document, un papier qui, en particulier, à faire signer par le VI notamment? En fait, quand vous faites un vol d'initiation, vous avez une carte de vol d'initiation que vous devez remplir en format papier, qui est un petit carré que les clubs commandent souvent par lot de 10 que vous pouvez avoir sur la boutique. Et en fait, D'accord, sur ce document-là à remplir, c'est le passager qui le remplit. Et en fait, oui, il est en 3 feuillets. Il y a un feuillet souvent qui est rendu à la fédération, ça nous permet de faire des comptes, à savoir combien de vols VI a eu lieu à peu près sur l'ensemble de nos clubs. Ensuite, il y a un deuxième feuillet que vous gardez parce qu'il est signé par le passager. Et le troisième feuillet est pour le passager qui va faire son vol d'initiation oui, un jour. Et en d'accord, fait, sur cette feuillet-là, il a à la fois du coup tout son nom, prénom, il a mis toutes ses coordonnées et il a rempli une clause bénéficiaire à côté. Et en fait, au dos, il a un résumé des garanties. Et en fait, il est couvert quoi qu'il arrive. En fait, sur ce vol d'initiation, vous êtes couvert quoi qu'il arrive. Il est couvert en RC et il a une individuelle accident également qui est prévue à hauteur de 15 000 euros. d'accord. Et en fait, Le carnet, oui, on peut le commander sur, la boutique de la sur la Fédération française. boutique de la Fédé. Voilà. Faut savoir que ces carnets vont être renouvelés du coup parce qu'il y en a, ils étaient pareils, ils dépendent des contrats d'assurance comme vous l'avez vu. Donc ceux qui étaient valables de 2021-2024 vont s'arrêter en Ah oui, décembre. voilà. Et du coup, on va vous envoyer, Renouvelé. pareil, c'est une circulaire qui va partir mi-décembre pour la commande des nouveaux bons VI. Autre D'accord. information aussi qui est importante, si j'en profite parce que c'est vrai qu'on est parti sur ce sujet-là. Si vous avez des bons VI de l'ancienne Olympiade de 2021-2024 qui n'ont pas été utilisés et que au lieu de les jeter, vous allez voir, on vous proposera, vous pourrez les échanger avec des bons VI valables pour 2025-2028. Et donc, en fait, ça permet un échange. Du coup, sur la commande que vous faites, en fait, on vous fait payer la différence entre ceux que vous nous ramenez qui n'ont pas été utilisés et ceux que les nouveaux que vous commandez. Ok. Donc, voilà. Et donc, c'est la signature, ce document, vu que c'est un feuillet en 3 pages, en fait, c'est la signature qui faudra preuve que le passager a bien signé et a bien rempli toutes ses coordonnées. Et si en cas de sinistre, ce qu'on ne souhaite pas, ça arrive, ça vous permet d'avoir ce papier-là qui permet d'identifier la personne en tant que membre de votre association pour cette journée-là, pour ce vol d'initiation. Et j'avais encore une question parce qu'on a eu donc Et ça, attends, pardon, pour la carte vol à voile, là, ça, c'est la carte vol à voile qui existe en format papier pour faire des vols d'initiation. Mais bien évidemment, les vols d'initiation peuvent être faits avec une licence découverte 3 jours, hein, puisqu'il y a aussi beaucoup de clubs qui font ça. Et là, du coup, le système d'assurance, il faut le prendre via EVA, hein. oui, oui, ça je sais, oui, ça Voilà. c'est Mais pas un c'est vrai que la problème. carte vol à voile, ceux qui n'ont pas forcément Internet facile dans leur club, elle est toujours facile. Et puis, pensez bien à renvoyer parce que c'est quand même 10 € le feuillet, donc les jetez pas à la poubelle, hein. Oui, d'accord. Ah oui. Eh ben oui, Une ils ont dernière été question. achetés 10 €, hein, donc faut les renvoyer pour qu'on vous les remplace. Et ça n'a pas bougé, c'est toujours 10 €. Par contre, le formulaire pour 2025 ne sera plus le même que celui qui est valable jusqu'au 31 décembre 2024. D'accord.
Et j'ai une autre question parce que donc on a eu deux cases planeurs. Alors moi j'ai fait les déclarations à la nef, mais du coup j'ai pas dû faire les déclarations à air courtage. Alors, après, tout dépend si c'est c'est ce que vous souhaitiez déclarer. En fait, sur vos assurances pour les planeurs, si par exemple vous avez causé un dommage au tiers, en effet, il aurait été bon de déclencher l'assurance RC Aéronef. Après, si c'est les dommages que vous avez sont seulement de la casse sur votre propre, Ouais, c'est ça, sur la machine, ouais. voilà, alors là, à ce moment-là, il y a deux solutions. C'est que soit vous avez, en effet, vous êtes donc passé par la nef parce que vous étiez à la nef à ce moment-là. Si vous aviez en plus une assurance casse auprès d'Air Courtage, qui sont du coup, des assurances additionnelles que nous, Fédération, on ne propose pas, mais que notre courtier propose en additionnel, en effet, là, vous auriez normalement pu le contacter pour qu'il vous déclenche les garanties. Mais nos assurances fédérales, en tout cas sur la RC aéronautique, ne prennent pas en charge les dommages de casse du matériel de l'aéronef qui a engendré le sinistre. D'accord, c'est ça. Donc là, Voilà. ouais, ça suffisait de faire une Ouais. déclaration à la nef. Voilà, S'il n'y a exactement. pas, Et, et Oui, s'il n'y a et pas de blessés, s'il n'y a pas de blessés ni rien, effectivement, c'est à la oui, nef, voilà. parce que c'est que du problème matériel. Donc Oui, c'est à la nef si vous êtes à la nef, ouais. voilà. Et merci, j'ai oublié. Qu'est-ce que je voulais dire? Euh, bon, non, j'ai été coupé, je me souviens il n'y plus. a pas de problème. Si jamais ça vous revient, n'hésitez Ouais. pas. Oui. Et puis, quoi qu'il arrive, hein, on vous avait laissé les contacts. Si jamais des questions vous Oui, reviennent oui. à la suite de ce webinaire, n'hésitez pas à nous Ah, contacter. On est là pour ça. si, j'ai une autre question. Quand on envisage de faire un stage, un déplacement sur un autre club, est-ce que ben, il y a des dispositions particulières au niveau de notre activité sur l'autre plateforme à prendre au niveau assurance ou il y a pas de choses? Non. Alors, en fait, les assurances vous couvrent en fait pour tous les clubs affiliés. C'est-à-dire que Oui, si vous êtes membre d'un club et que vous allez faire un stage dans notre club, les assurances, vous dépendez tous des mêmes contrats d'assurance. Donc, les assurances sont les mêmes. voilà. La seule Donc, chose qui peut arriver, c'est que si jamais vous vouliez des capitaux, des servités différents, parce que pour ce cadre-là, vous allez faire une activité que vous considérez peut-être importante ou pas dans le cadre habituel, et bien, vous pouvez nous demander une augmentation de ces capitaux pour ce milieu particulier. ok, oui. Donc, oui, il n'y a pas de. Oui, voilà, d'accord. Non. Ok, d'accord, Voilà. d'accord. Bon, et les véhicules de piste, oui, nous, donc, on en a, mais je crois pas que les nôtres ils soient référencés sur GESASO, mais c'est uniquement si, comment dire, il y a l'assurance dont vous parliez supplémentaire, enfin, qui doivent être répertoriés sur GESASO, c'est ça. Si nous, s'ils sont pas répertoriés sur GESASO et que, comment ils ont une autre assurance, c'est pas la peine qu'ils soient sur GESASO, par exemple. Sauf que Non. l'assurance par ailleurs ne marchera pas sur l'aérodrome et en travail, hein. Vous êtes, c'est quoi comme véhicule? Ah, il y a une AX, c'est une AX, alors il faut que je vérifie où est-ce qu'elle est assurée. Mais Et c'est une AX qui ne sert que pour emmener les planeurs en piste. ouais, et alors on s'en sert aussi, c'est pour ça que je pense qu'elle a une autre assurance. On s'en sert aussi pour aller chercher, parce que nous, on n'a que des planeurs autonomes, et ben, il faut qu'on aille chercher notre carburant. Donc, elle sert aussi de transport de carburant. Elle peut rouler hors piste. Elle est assurée Alors, pour rouler hors piste. eh ben, renseignez-vous bien auprès de l'assurance si elle est assurée pour la circulation, entre guillemets, sur les voies publiques, Oui, mais oui, ça c'est sûr, oui. renseignez-vous bien si elle est assurée en tant que, entre guillemets, travail sur la piste, hein. D'accord. Parce que généralement, les assureurs qui assurent pour de la circulation, on va dire normale, hein, votre voiture que vous prenez pour aller au supermarché, comme vous venez de le dire, chercher le Oui, plein d'essence, ça c'est de oui, l'assurance automobile classique. oui, Par contre, si on lui dit qu'on fait du travail en piste pour aller chercher un planeur en piste, l'emmener en piste et tout, posez bien la question, hein, parce que toutes les assurances ne fonctionnent pas. d'accord. Donc Ouais, faut méfiez-vous, que je vérifie ça, oui. ah oui, oui, faut vraiment leur poser la question, hein. Ok, d'accord. Et donc, du coup, oui, par rapport à l'inscription, les véhicules de piste, ils sont obligatoirement inscrits sur GESASO ou Ah c'est oui, à si le volonté? véhicule de piste n'est pas déclaré au parc fédéral,
l'assurance véhicule de piste ne fonctionnera pas. Oui, ça j'ai compris. Mais Impératif. ce que je veux dire, est-ce que c'est une obligation du club de déclarer à GESASSO les véhicules de piste? Ah, bah, s'ils sont assurés par ailleurs pour l'activité de travail en piste, c'est vous qui voyez, mais si l'assureur dont vous parlez ne les couvre pas, ça veut dire que vous n'êtes pas assuré pour le travail du véhicule de piste. D'accord. Donc là, attention quand même. Oui, et comme Donc, l'assurance RC est obligatoire en France de manière générale, c'est une obligation légale, c'est vous exposez à un risque Oui, mais autre que alors, pour nous. ouais. Parce que l'assurance voiture normale, il doit y avoir la responsabilité civile aussi, non, avec. C'est ouais, ça. En mais fait, pas sur un aérodrome. C'est ça qu'il faut voilà, Ouais, ouais. savoir. c'est pour Ah oui, elle Faut, s'est pas, faut bien. elle s'étend pas à l'aérodrome, c'est ça? Eh ben, en pas tous principe, les non. assureurs. En Pas tous les principe, assureurs. non, ils n'aiment pas ça, les assureurs. Dès qu'on leur parle d'aérodrome, est-ce que ma voiture est assurée? Si je vais expliquer, expliquez-leur bien. Parce Hmm. qu'il y a des assureurs, il y en a plein qui ne couvrent pas, hein. C'est Oui, la oui, partie, d'accord. entre guillemets, travail du véhicule de piste qui n'est pas assurée. Oui, j'ai compris. Voilà, c'est en fait en France, le principe d'être assuré en responsabilité civile au regard des tiers est obligatoire pour pratiquement tout dans notre vie commune, hein. Comme j'expliquais, bon, il y avait nos véhicules personnels. On a tous souscrit une assurance quand on prend un Bah oui. véhicule. Et également, par exemple, notre assurance habitation quand on vit dans un chez soi, que ce soit locataire ou en tant que propriétaire, il faut pour être assuré. Et donc, du coup, on le retrouve. Et donc, en fait, quand on propose cette assurance optionnelle, c'est que justement, malheureusement, beaucoup d'assureurs classiques des véhicules ne couvrent pas les risques aéronautiques parce que c'est un agrément particulier que pas tous les assureurs en disposent. D'accord. Bon, je vérifierai. D'accord. Oui, 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 il faut vérifier, hein. Hmm. Très bien. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous en avez d'autres, monsieur Granet, n'hésitez pas, hein. Allez-y, on est là pour ça. ouais, non, mais je suis sûr que j'en avais une autre, mais ça y est, c'est parti. Je pense. Elle m'était venue en discutant et je l'ai perdue. Non, non, mais c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok. De toute façon, si des questions viennent par la suite, Oui, oui, bah, vous avez vu le mail, il n'y a pas de souci. oui. Et puis là, lors de l'Assemblée générale qui aura lieu l'année prochaine, à l'Assemblée générale 2025, on aura un atelier assurance avec des possibilités de questions. Enfin, il y a pas de souci, ça, comme tous les ans avec Caroline de Air Courtage, là, Hmm. faudra pas hésiter, en plus à en apporter des questions. Il n'y a pas de problème. Oui. Si ça y est, si la dernière que j'ai, Allez-y. et je vous libère. Donc, on a le deuxième accident, la machine, donc un SF-25, elle sera pas réparée. Donc, si on vend des pièces en pièces détachées, comment dire, quelle est la responsabilité qui est engagée au niveau du club si la pièce est défectueuse, mais qu'on connaissait pas le défaut, quoi, on n'a pas pu informer du défaut la personne qui achète la pièce. Oh, oh, bah déjà là, pour vendre une pièce sur du matériel certifié, il faut une Forme 1, hein. D'accord. Donc, qui est-ce qui va faire la Forme 1? Alors, on a un part 66, ouais, ce qui peut le. Alors ça, attention, hein, ça c'est quand même un domaine bien particulier, la vente de pièces d'aéronefs. Hein. Ah oui, d'accord. Bon, c'est pour ça que je pose la question, parce que est-ce qu'on peut s'autoriser comme ça à le faire Ah bah, là, il y a des, entre guillemets, c'est à la nef, où ils ont un stock de pièces qui peuvent être Oui, vendues oui, comme oui, ça, mais oui. parce que c'est via le biais de la nef et que toutes les pièces ont ce qu'il faut comme papier réglementaire. Voilà. Mais là, moi, méfiance quand même, hein. On n'est pas entre guillemets, du revendeur de pièces, et surtout que les pièces nécessitent une Forme 1, quoi, hein. Formule One, ok. Donc, méfiance, hein. Parce que qui peut faire une Forme 1, c'est pas quelqu'un qui a la LMA, hein. Mais c'est pour ça que je pose la question. Non, Voilà, est-ce on peut se. c'est comment ça, c'est un sujet, on va dire plutôt épineux, hein. Parce qu'en plus, effectivement, comme vous dites, vendre des pièces d'un aéronef qui aura été cassé, qu'est-ce que vous en savez qu'elle est conforme et tout? Oh. Voilà, c'est ça. Ah Donc, ben moi, non, parce que
C'est Je la ne jouerai question. pas à ça personnellement, hein. Comment? Je ne jouerai pas à ça Oui, oui, personnellement. oui, voilà. Donc, mais parce que la Parce que question est... si votre aéronef, entre guillemets, a des choses récupérables potentiellement pour d'autres, on va dire pour d'autres aéronefs du même type, moi je ferai passer ça par la nef. Il était à la nef, votre Oui, oui, aéronef, oui, là. oui, oui, oui. Eh Oui, ben, on avait... De toute faites façon, passer ça par la nef parce qu'ils ont ils ouais. ont toutes les connaissances qui vont bien dans ce domaine-là. Mais moi, Oui, je comment dire? m'amuserai pas à vendre, moi, en tant que club, une pièce. Alors, si vous vendiez un parachute, hein, que vous avez la Forme 1 de la chasse, il date de 5 ans, oui. Mais là, les pièces d'un aéronef qui aurait été abîmé, oh oh. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous, on va Et le non, mettre non, ça en c'est. réforme Ouais, à la ça nef. Voilà. comment. Prenez contact avec la nef pour ça, hein. Oui, non, Conseil. mais... oui, d'accord. Très bien. Parfait. Bah, écoutez, s'il y a d'autres questions, on est toujours présent. Je me permets en même temps de vous présenter, dans le cadre des webinaires formation de nouveaux dirigeants, on a d'autres sujets, comme donc, vous avez pu voir, on avait d'autres séances qui ont déjà eu lieu. On vous présente les prochaines séances. Il y en a une dernière en 2024, le 5 décembre, sur les dispositifs fédéraux. On a également en 2025 deux séances qui seront présentes. Le 11 février 2025 sur l'emploi et le dispositif Booster votre saison, et également une autre le 4 mars 2025 sur les mineurs en stage sportif et en compétition. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous aurez sûrement les liens pour vous inscrire à ces prochains webinaires. Je ne sais pas s'il y a encore quelques dernières questions, n'hésitez Non, pas. pour moi, c'est bon, merci. Parfait. Est-ce que d'autres personnes, en tout cas, n'hésitez pas. Et puis, si ce n'est pas le cas, je n'ai pas l'impression, je vois pas de main se lever ni de micro s'enlever. Eh bien, écoutez, eh ben, je vous remercie de nous avoir écoutés, Pascal et moi-même. Merci Bernard pour les applaudissements, c'est très gentil. Et puis, Pas écoutez, bien. je vous souhaite une agréable soirée. Merci de nous avoir écoutés. Vous retrouverez le webinaire en replay par mail avec du coup le guide et la présentation qui a été faite. Avec sûrement, on vous mettra les documents, notamment les fiches techniques souvent, mais tous ces documents peuvent être retrouvés sur Spiralbox. Pareil pour les contrats d'assurance qui ont été signés, vous pourrez les retrouver sur Spiralbox également. Et puis écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et merci à vous. Merci, merci, Bonne merci. soirée. Au Ouais, revoir. Bonne merci. soirée à vous tous. Merci, bonsoir. Au revoir. Bonsoir.